je suis Frédéric Bienvenu, chargé de développement au sein d'e-Learning Touch. Je vais vous présenter rapidement e-Learning Touch et ensuite je laisserai la parole à François pour qu'il présente VTS Editor. Donc, bienvenue dans cette masterclass Stream and Learn. Donc, je présente tout d'abord e-Learning Touch. On se présente comme un hub de services à 100% dédié à la formation digitale. On propose tous les services à 360 degrés en matière de e-learning. Donc, pour cela, ça fait 13 ans d'expérience derrière nous. L'entreprise s'est beaucoup développée ces dernières années, mais ça fait bel et bien 13 ans qu'on accompagne les entreprises et les centres de formation dans la conception et dans la mise en œuvre de leur formation digitale. Donc, pour ce faire, nous sommes composés de 4 pôles. 4 services. Le premier, c'est une marketplace qui s'appelle e-Learning Boulevard, donc au sein de laquelle vous retrouverez plus d'une vingtaine d'outils pour vous accompagner dans la conception, vous conseiller dans le choix de l'outil pour la conception de vos modules. Donc, c'est le seul outil, la seule marketplace qui existe pour vous aider dans le choix de l'outil auteur pour vos projets de conception de modules. Donc, ces outils, on les connaît bien parce qu'on les utilise dans notre deuxième pôle qui est le studio Media Learning. Au sein de ce studio, nous avons une douzaine de personnes qui conçoivent des modules de formation sur mesure. On a des chefs de projet, des ingénieurs pédagogiques, des motion designers également. Bref, on a toutes les compétences qui sont uniques pour concevoir des modules sur mesure. Ensuite, nous avons le pôle LMS. Donc, on travaille avec Moodle. On est Moodle Partner Premium. On est certifié pour la mise en place de plateformes LMS Moodle. Et on a une vingtaine de personnes au sein de nos plateformes LMS, au sein du pôle LMS. Et enfin, on a la e-Learning Touch Academy. C'est là où on va former des formateurs, que ce soit sur l'utilisation de Moodle ou que ce soit sur l'utilisation des outils auteurs. Donc, qu'est-ce que e-Learning Boulevard? C'est la seule marketplace avec un service de conseil de logiciels en digital learning. Donc, tout d'abord, on vous conseille sur le choix de l'outil en fonction de vos projets. Ensuite, on vous forme et vous avez des services qui sont uniques. Donc, cela se passe en 4 étapes pour cette aide à la décision. Tout d'abord, vous identifiez votre projet et vous nous dites quels sont vos besoins. Ensuite, l'étape 2, on consulte les logiciels qui répondent aux fonctionnalités que vous recherchez. Et étape 3, on compare ces différents outils. Et étape 4, on peut échanger avec un expert. Donc, voici des exemples de projets que vous pouvez chercher dans cette marketplace. Donc, créer des ressources interactives, créer un serious game, concevoir des formations en VR, par exemple. Ça peut être concevoir des formations en motion design aussi. Voilà. Tous ces projets-là, il y a 16 projets qui sont identifiés et il y a 26 partenaires qui sont référencés, donc des partenaires de confiance avec qui on travaille en étroite collaboration. Alors, concernant e-Learning Touch, nos reconnaissances et certifications, comme je vous disais, on est Best Partner, on est Moodle Partner Premium depuis l'année dernière et Moodle Partner depuis 5 ans maintenant. Donc, cela atteste de nos compétences à la fois techniques, pédagogiques, financières, informatiques pour la mise en place de plateformes LMS avec Moodle. On est Best Partner France et Europe de la solution iSpring, qui est un outil auteur qui permet d'aller vite dans la conception de modules à partir de vos PowerPoint. Et on est également certifié Calliope, donc cela atteste d'une part de la qualité de nos process de formation et d'autre part, cela peut vous permettre de bénéficier de prise en charge financière avec les OPCO. Nos clients, donc chez e-Learning Touch, on a 50% des centres de formation, 50% des entreprises, on trouve également des universités, quelques ministères. On a une clientèle très hétéroclite, on n'est pas spécialisé dans un secteur d'activité précis, mais on a une expérience, comme je disais, depuis 13 ans dans certains secteurs d'activité. Je pense notamment à la banque assurance ou dans le secteur médical, avec des clients qui nous font confiance depuis plusieurs années déjà. Et on observe une croissance annuelle moyenne sur 5 ans de 30%. Voilà pour la présentation d'e-Learning Touch. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être te laisser la parole, François, et puis revenir à la fin sur... Il y a un temps de questions-réponses qui est prévu, effectivement. Donc on pourra... je te propose de te laisser la parole et puis de... Pas celui-là que je veux partager. Te laisser mener la présentation. Mais je vous retrouve à la fin pour les échanges et les questions-réponses et je garde un œil sur le chat. Impeccable. Moi aussi, je garde un œil sur le chat. Au cas où il y a des questions, on va voir si on pourra probablement les traiter à la fin.
J'ai un petit défi aujourd'hui là sur la présentation, c'est que je suis vraiment extrêmement passionné de neurosciences et j'ai du mal à limiter mes paroles. Donc j'ai timé toutes mes slides pour être bon, mais j'ai toujours un risque de dérive. Je vais essayer mon but, c'est de vous en caler le plus possible de la manière la plus vulgarisée et pédagogique possible et de vous embarquer dans cette histoire-là. Super. Donc aujourd'hui, on est sur une masterclass neurosciences et e-learning, le duo gagnant pour apprendre et retenir. Grosso modo, on va parler de ludopédagogie et de neurosciences et de comment les neurosciences justifient la neuropédagogie. Qu'est-ce qu'on a appris ces dernières années dessus? Comment est-ce que ça nous éclaire sur ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut modifier nos formations pour mieux les transmettre aux apprenants, etc. Le programme est juste passionnant. Petit rapide sommaire du coup de ce qu'on va faire. On va découper en 3 sections. Il va y avoir une introduction avec une présentation. Ma présentation, on vient déjà d'avoir la présentation de e-learning touch. Et on va parler des objectifs de la conférence brièvement. Ensuite, il y aura une bonne partie sur les neurosciences, donc base de neurosciences, et j'évoquerai un petit peu le learning là-dedans, mais c'est vraiment des bases de neurosciences, c'est-à-dire comment est-ce que fonctionne notre cerveau. C'est de la vulgarisation sur les premiers trucs à connaître si jamais vous commencez à vous lancer dans l'intérêt pour les neurosciences. Et même si vous y connaissez, il y aura quand même des apports et des trucs, des études que vous ne connaissez pas. En ludopédagogie, ensuite, le digital learning, c'est quoi? L'intérêt de l'immersive learning particulièrement, puis les dernières questions-réponses. Impeccable. Pour me présenter, moi donc je suis François Pugelon, je suis le responsable formation de Serious Factory. Alors pour l'anecdote, pour l'histoire, moi j'ai fait des ressources humaines et de la communication au CELSA en consulting. Ensuite j'ai fait 8 années en cabinet de conseil, plutôt du côté transformation, RH, management, beaucoup de formation et d'ingénierie pédagogique. Et je faisais à ce moment-là déjà, pendant 8 ans, dans le cabinet dans lequel j'étais, on créait des jeux de plateau pour récupérer la communication du top management ou des managers, créer des jeux ou des simulations de plateau qui permettaient de simuler un métier ou de faire mieux comprendre et d'aider les participants à comprendre le cheminement de pensée de leurs dirigeants pour aligner tout le monde et réussir à mieux communiquer avec une modalité plus active. Et à un moment, j'ai quitté le conseil et j'ai envoyé, en fait, sur les dernières années de conseil, j'étais client de Serious Factory, donc la boîte dans laquelle je suis actuellement, et j'utilisais leur logiciel auteur, VTS Editor. Je vous en parlerai très brièvement, ce sera vraiment pas trop l'objet de cette présentation, en leur disant, moi, je suis passionné de neurosciences depuis longtemps, et du coup, je leur ai envoyé un mail en disant, ça fait 3 ans que je suis client, ça fait 3 ans que je vous vois faire des évolutions sur le logiciel, et vous prenez que les meilleures décisions. C'est hyper pertinent à chaque fois. Je pense que vous avez l'avenir de l'ingénierie pédagogique dans les mains. S'il vous plaît, faites-moi une petite place. J'aimerais trop participer à ça. J'ai eu la chance qu'ils me créent justement ce poste de responsable de formation et de Customer Success. Donc, j'accompagne les clients sur la réussite de leur projet et la montée en compétences sur le logiciel. Donc, ça fait 4 ans maintenant que j'ai la chance de transmettre autour de ces passions, ludopédagogie, neurosciences, l'outil VTS Editor qui est, je trouve, hyper bien foutu. Voilà. Et en plus de ça, depuis maintenant, je suis également coach certifié à HEC, plutôt du côté exécutif, mais je l'utilise pas mal sur les responsables de formation aussi dans des formations et dans des stratégies de formation. Serious Factory, c'est depuis 18 ans donc un éditeur de logiciels. Depuis 18 ans, il crée des serious games, du coup pour des clients. Donc réalisation de projets sur mesure pour des clients. Et en fait, à force de faire régulièrement les mêmes choses, d'utiliser régulièrement les mêmes rouages sur les serious games, de dire regardez, on a déjà fait ça, on a vu que ça marchait bien, donc on va le refaire pour votre projet. Au bout de 9 ans, ils se sont dit, je suis pas encore là, ils se sont dit, en fait, ce serait trop cool qu'on permette de simplifier ça et de l'automatiser. Et du coup, ils ont créé un logiciel auteur, VTS Editor, dans lequel, vous me dites, je sais que je parle vite, donc vous me dites si je parle trop vite sur le chat. Ce logiciel, grosso modo, ça permet à n'importe qui, sans avoir de connaissances techniques ni pédagogiques, un peu à la manière de Monsieur Jourdain, de mettre ensemble des briques comme des Lego et de se dire, OK, je vais faire ça, je vais faire une expérience comme ça, je vais raconter cette histoire, je vais piloter mes acteurs virtuels de cette façon pour raconter ce que j'ai envie de raconter. Et c'est hyper simple. Et du coup, le but, le business model, c'est de vendre ce logiciel principal, c'est de vendre ce logiciel. Et nous, on l'utilise en interne aussi pour réaliser des expériences et des serious games.
Du coup, l'objectif de cette conférence, c'est de vous sensibiliser à la ludopédagogie digitale et aux neurosciences, puisque la ludopédagogie, c'est pas que digital. On peut, j'ai mentionné des jeux de plateau tout à l'heure, on peut aussi faire des mini-jeux. On sait évidemment que les enseignants peuvent faire jouer les élèves dans les écoles, etc. Là, on va se concentrer sur la ludopédagogie digitale, qui est assez particulière, et les neurosciences. L'avantage, pourquoi le digital donc? L'avantage du e-learning, c'est que ça permet de faire plein de trucs qu'on ne peut pas faire en vrai, dans une salle de formation en face à face. Mais on pourrait aussi dire que l'avantage du en vrai en face à face, c'est que ça permet de faire aussi plein de choses qu'on ne peut pas faire en e-learning. Donc, c'est juste que dans les modalités de formation, on a pas mal de représentations sur ce que c'est que d'être formé en présentiel, etc. Et il y a un peu plus de méconnaissances autour de la formation en e-learning, et notamment la ludopédagogie, les serious games, ou même simplement des mécaniques de gamification à l'intérieur de formation e-learning qui seraient assez classiques. Mais bref, comment est-ce que d'une modalité classique, on peut essayer d'enrichir? Qu'est-ce que ça fait de rajouter de la gamification? On va zoomer ici sur la ludopédagogie et la simulation. Et moi, je suis là pour vous aider à saisir la valeur ajoutée de la digitalisation et comprendre l'intérêt, ou plutôt les intérêts, la place que peut avoir le digital learning au sein des modalités de formation souhaitables pour faire monter les apprenants en compétences. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir cibler la bonne modalité ou les bonnes modalités, parce que moi, je suis convaincu, et on l'est aussi chez Service Factory, que c'est la multimodalité, le blended, qui va avoir un intérêt. Je vous dirai pourquoi. Notamment, on parlera de pourquoi est-ce que la multimodalité est utile. Et on est parti sur les neurosciences. Tout va bien sur le chat? N'hésitez pas à me dire si c'est rapide, s'il y a déjà quelques petites questions. Ou voilà. Super, je vois des petits pouces. Merci Emeline, merci Anissa. Estelle, parfait, merci. OK. Alors, les neurosciences. Le terme neurosciences, ça désigne, on va avoir quelques définitions quand même hein, durant cette heure. Ça désigne l'ensemble des études scientifiques qui portent sur le système nerveux. Le système nerveux, ce n'est pas que le cerveau d'ailleurs, on a des neurones dans tout le corps. Et donc les neurosciences portent à la fois sur la façon dont le système nerveux est structuré et sur son fonctionnement. Avec un petit peu d'histoire du coup. Environ à moins 3 millions d'années, on a l'apparition du début de l'humanité. En moins 50 000, on a l'apparition de l'homme comme on le connaît aujourd'hui. En moins 400, on a Hippocrate, le père de la médecine. Lui, il pensait que le cerveau, c'était le centre des sensations et de l'intelligence. Et avant, Aristote pensait que c'était le cœur qui était le centre des sensations et de l'intelligence. On a ensuite, on va faire un gros bond en avant de moins 400 jusqu'à 1906, avec Santiago Ramón y Cajal et Camillo Golgi qui obtiennent un prix Nobel pour les travaux sur la structure du système nerveux. On va parler de plusieurs autres personnes qui ont façonné et qui ont découvert des choses en neurosciences après. En 1969, fondée la Society for Neuroscience. Cette société comptait parmi ses missions le développement d'un champ interdisciplinaire large et ouvert et la promotion d'une recherche indépendante sur le système nerveux et le comportement. C'est une mission d'ouverture auprès d'un public plus large. On essaie de favoriser l'éducation en neurosciences, de faire comprendre ce que c'est et diffuser des résultats et expliquer les implications des recherches en cours. Voilà pour un peu d'histoire. Ce que vous pouvez voir là-dessus, c'est que, en gros, on a ici qu'est-ce qu'on connaît, les progrès humains sur la cognition et ce qu'on en connaît, et le temps, depuis l'apparition de l'histoire de l'humanité, grosso modo, vous voyez que ça a explosé. On a eu en fait beaucoup plus d'apprentissage dans les 25 dernières années que depuis le tout début de quand on a pensé au fait de « Ah, mais en fait, il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle un cerveau et qui est utile. » Cool. On va croiser justement du fait de cette augmentation de connaissances et de découvertes. On va croiser de temps en temps, quand on recherche le terme de le 21e siècle, c'est le siècle des neurosciences. C'est quelque chose qui est assez verbalisé. On verra donc pourquoi. J'en passe. Pourquoi est-ce qu'on est dans le siècle des neurosciences et comment est-ce que ça se fait qu'on ait découvert plus de choses en les 25 dernières années? C'est majoritairement grâce à l'imagerie médicale. Vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez probablement déjà entendu parler de l'IRM, l'imagerie résonance magnétique, et l'IRMF, c'est la même chose mais en fonctionnel. Et du coup, l'IRMF, ça permet de prendre des photos hyper précises, notamment du cerveau et des courants sanguins, et donc quels sont les neurones qui sont irrigués dans le cerveau à un instant T.
Donc, de prendre des super photos. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous pouvez me dire sur le chat, est-ce que vous avez déjà entendu la phrase comme quoi on utilise 10% de notre cerveau à un instant T? Il y a même eu un film dessus avec Scarlett Johansson, et il y a des mèmes sur Internet qui disent voilà, on utilise 10% de notre cerveau. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait 90% de notre cerveau? Ben, c'est faux, en fait, les 10%. On utilise en permanence tout notre cerveau. D'où ça vient, ce 10%? Simplement parce que, grosso modo, c'était quelque chose qu'on pensait vrai au début des neurosciences et au début de l'imagerie médicale. Et quand on a commencé à prendre des photos du cerveau, c'est juste que les appareils n'étaient pas assez puissants. Donc, ils n'étaient pas capables de distinguer les flux de sang de manière suffisamment pertinente. C'est un peu comme si on prenait une photo aujourd'hui d'un document avec un très très vieil appareil photo qui marche plus beaucoup et on perdrait énormément de détails. La résolution n'est pas bonne. Et ben, grosso modo, c'est ça qui s'est passé. On a juste vu les 10% les plus importants à un instant T. Et c'est pour ça qu'on se dit, ah, il y a plein de choses qui ne sont pas utilisées. Bref. Ça, c'est ce qu'on appelle un neuromythe. Il y en a plein, des neuromythes. C'est, grosso modo, des choses où on a pensé que c'était vrai sur le cerveau. On a pensé, par exemple, que c'était possible d'apprendre en dormant, d'écouter des choses qui permettent aux neurones d'avoir une espèce de conscience sur « Ah, je peux apprendre une langue simplement en écoutant cette langue pendant que je dors ». C'est faux. On a un cerveau droit, un cerveau gauche. Ça, c'est vrai, mais le fait que la créativité soit liée à l'un et il y a autre chose qui soit la logique soit liée à l'autre, ça, par contre, c'est faux. C'est une super simplification. Ça permet de commencer à parler du cerveau et d'à quel point c'est merveilleux et à quel point il y a des choses super. Et il y a des préférences, c'est-à-dire que les gens vont un peu plus utiliser tel ou tel hémisphère selon leurs préférences ou quoi, mais c'est plus quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Par contre, en fait, même s'il y a des gens qui vivent après des accidents et qui ont perdu complètement l'usage d'un hémisphère, ils n'ont plus qu'un hémisphère dans leur cerveau, ils peuvent quand même vivre et avoir de la créativité et avoir de la logique. Il y a certaines formes de handicap, mais on peut vivre avec un seul hémisphère en ayant l'entièreté des fonctionnalités et des logiques. Donc, voilà, le cerveau droit, cerveau gauche, c'est bien de savoir que c'est un neuromythe aussi. On ne sait pas encore analyser précisément les effets des différentes connexions neuronales et il y a un avenir passionnant encore. On va découvrir, je pense que dans les 10 prochaines années, on aura découvert plus que l'entièreté de tout ce qu'on a découvert au cours des 25 dernières années. C'est absolument fantastique. Et on va commencer avec dans les neurosciences, on va poursuivre plutôt avec quelques concepts majeurs. Et le premier, celui qui est fondamental et au centre de tout, c'est la loi de Hebb. Donald Hebb, donc, dont vous voyez la photo, qui a théorisé les traces mnésiques et les connexions neuronales. Il a une loi qui s'appelle la loi de Hebb qui dit les neurones qui s'excitent ensemble se lient entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous percevez un stimuli, donc que ce soit je touche mon doigt là, ou j'entends des choses, ou je regarde quelque chose, ça va provoquer, ça va stimuler des connexions à l'intérieur de mon corps, et le stimulus va parcourir mes nerfs jusqu'à mon cerveau, et va activer des neurones avec avec de la connexion électrique. Grosso modo, c'est comme une ampoule. Est-ce que je simplifie énormément, hein, il ne faudra pas me dire ah oui, mais vous avez dit, c'est ultra simplifié pour vous donner des représentations. Mais grosso modo, c'est un peu comme une ampoule qui est allumée ou éteinte, on-off. Est-ce que le neurone il est activé ou est-ce qu'il n'est pas activé? Et bien, grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand deux neurones s'activent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu des stimulus, des stimuli qui arrivent dessus et qui font que les neurones, à ce moment-là, reçoivent de la charge électrique et qui se, grosso modo, réveillent, ils vont regarder quels sont autour d'eux et dans l'entièreté du cerveau, quels sont les autres neurones qui sont activés et qui ont été excités ensemble. Et du coup, quand ils se voient ensemble, ils disent « Ah, tiens, toi aussi, tu es activé, toi aussi, tu es allumé. » Du coup, faisons une connexion entre nous, une espèce de petit pont, on va se tendre la main, et si on a la main tendue ensemble, on va garder cette connexion ensemble, et du coup, c'est des synapses, et on va pouvoir communiquer plus facilement entre nous. Ça, c'est vraiment la base de base, c'est quand il y a des neurones qui s'excitent ensemble, ils se lient entre eux, ils créent une liaison. Cette liaison, je reviendrai sur ces notions-là, mais cette liaison, elle prend beaucoup d'énergie. Il y a des images fantastiques, des petites vidéos sur Internet qui datent d'il y a vraiment 1-2 ans maintenant, où on voit au ralenti des connexions synaptiques qui se font. C'est hyper beau, je trouve, de voir justement les synapses essayer de progresser dans la matière grise et de se connecter entre elles au ralenti de cette façon. Je trouve ça passionnant, ça se fait en une fraction de seconde, évidemment, et il se passe ça en permanence de millions de façons dans notre cerveau. Voilà ce qui se passe. Ce qui nous amène à la plasticité neuronale, avec Kandel, c'est un prix Nobel des années 2000. Donc lui, il a étudié la limace de mer.
Grosso modo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a provoqué un stimuli, il a vu que les connexions neuronales qui s'activaient, donc les liens qui étaient faits, ça perdurait pendant plusieurs minutes sur les limaces de mer. Et plus le stimuli était fort, je crois qu'il y avait de la douleur ou des trucs comme ça, et plus ça perdurait longtemps. Et ça a été ça a beaucoup choqué à l'époque parce que, grosso modo, il y a des scientifiques qui disaient mais l'humain, c'est pas du tout comme une limace de mer. En fait, je sais pas si vous aimez être comparé à des limaces de mer, mais il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Et en fait, à force de chercher à reprouver les choses et à faire ces études-là sur d'autres systèmes, on a montré qu'il avait raison. C'est comme ça qu'il a eu son Nobel. Moi, j'aime bien la plasticité neuronale. Grosso modo, j'aime bien plusieurs métaphores. Il y a celle du matelas à mémoire de forme. Quand vous vous allongez dans votre matelas à mémoire de forme, au fur et à mesure, il prend cette forme-là, il va la garder un petit peu après que vous soyez levé. Et ben, les connexions neuronales que les neurones ont fait, c'est un peu comme ça. Les liens, ils vont perdurer un certain temps. Mais juste un certain temps. C'est-à-dire les liens peuvent se déliter si jamais ils ne sont pas utilisés. Du coup, ça m'amène sur une autre ou deux autres métaphores. Moi, on croise celle de la forêt. Imaginez que vous passez dans une forêt, la première fois, il y a plein de broussailles, et vous allez un peu débroussailler avec vos mains, avec vos pieds ou avec un outil. Et la deuxième fois, vous passez dans 2 jours, et ben, les broussailles, elles ne sont pas encore revenues, donc c'est un peu plus facile. Et puis, si vous êtes 15 à passer dessus dans le chemin, ça va encore plus tasser les plantes. Puis après, peut-être qu'avec 50 copains, vous allez vous dire on va mettre un peu de gravier, on va empêcher les broussailles de repousser, et ce sera de plus en plus facile de passer par ce chemin. Je préfère, à cette analogie-là, je préfère la métaphore du ski de fond, la comparaison avec le ski de fond. La première personne qui passe sur une trace de poudreuse fraîche en ski de fond, ça va être un peu difficile d'avancer sur la piste. La personne qui passe juste derrière, quelques mètres derrière, elle va pouvoir emprunter la même trace et ça va être un peu plus facile. Et encore et encore. Et du coup, s'il y a une personne qui passe avec beaucoup de poids sur le dos, ben, la trace, elle va être encore un peu plus profonde. Et ben justement, ça marche un peu comme ça avec les neurones. La neige, elle peut tomber. Si la neige ne tombe pas assez vite par rapport aux traces, et si on fait très très fort les traces neuronales, les traces nésiques, si on les crée et qu'on les renforce au fur et à mesure, et ben elles ont tendance à plus rester. Et il y a des façons de faire en sorte que ça reste toute la vie. La plasticité neuronale, donc le fait que ça mémorise ces traces-là et que ça permette de les réactiver, et plus on fait une grosse trace neuronale, plus elle est facile à activer, plus c'est automatique, moins ça prend d'énergie, et plus on devient expert sur un sujet en fait. Et il y a plein de choses, je fais un petit spoiler aussi, mais justement, comme ça prend moins d'énergie de parcourir les traces parce que le chemin est bétonné ou parce que la trace est très très forte, comme c'est plus facile, le cerveau aime bien économiser l'énergie, on va voir ça, et du coup, il va préférer prendre cette trace-là. Voilà. J'espère que c'était pas trop dense, on va pouvoir avancer. Et je vois Christelle sur le chat qui dit que par rapport au neuromythe sur le sommeil, que le sommeil aide à l'apprentissage. Parfaitement, le sommeil aide absolument à l'apprentissage. C'est juste qu'on ne peut pas apprendre dans le sommeil des nouvelles choses. Par contre, réorganiser, restructurer, organiser et économiser de l'énergie en se disant « Ok, ça j'ai bien compris, c'est bien rangé ici, cette trace neuronale, c'est la bonne. » Et le sommeil aide à vérifier ça et est fondamental dans l'apprentissage, bien évidemment. Merci Christelle. Justement, je vous ai un peu spoilé et je vous ai déjà un petit peu parlé de pas mal d'énergie cérébrale. Pour vous donner une idée, le cerveau d'un individu avec un IMC classique, médical, etc., c'est environ 2% de la masse corporelle. Mais c'est 25% de l'énergie consommée. On nous demande, Frédéric, s'il y aura le PPT de la masterclass. Je sais qu'elle est enregistrée, qu'il y a un replay, donc vous aurez ça. Et puis, je dois pouvoir vous donner le PowerPoint sans trop de problème. Donc, 25% de l'énergie consommée. Quand vous mangez, il y a grosso modo une fourchette sur 4 qui est envoyée à votre cerveau. C'est ultra résumé, évidemment. Et c'est 20% de l'oxygène qu'on consomme aussi. Donc, une bouffée d'air sur 5. On a longtemps pensé que le cerveau, ça servait à économiser l'énergie. En fait, non, pas vraiment. Enfin, ça servait à performer. Et ça sert à performer, oui, mais pas juste pour être le meilleur. Ça sert à performer pour économiser de l'énergie. Pardon, je me suis embrouillé. Il y a quelqu'un qui a fait, il y a un monsieur qui s'appelle Vogel, qui a fait en 2000 ou 2001, je ne sais plus, une étude où il a montré, en fait, il a mis des groupes de gens et il leur a donné des exercices logiques d'intensité et de difficulté différentes. Et les personnes avaient 2 possibilités. Soit ils résolvaient le problème logique, soit ils appuyaient sur un bouton.
quand ils appuyaient sur le bouton, ça leur permettait de ne pas résoudre l'exercice. Et à la place, ils recevaient une brûlure mineure. Donc il y avait une petite brûlure, ils avaient de la douleur. Et en fait, ce que ça a servi à faire, cette étude, c'est que comme les exercices étaient de difficultés complètement différentes et pas du tout ordonnées, il a pu montrer que, au-delà d'un certain niveau de difficulté de l'exercice, les participants étaient plus enclins à appuyer sur le bouton. Et on a pu reclasser l'exercice par ordre de difficulté en fonction du nombre de personnes qui avaient appuyé sur le bouton pour ce truc-là. Bref, ce que ça a montré, c'est que le cerveau fait un parallèle, une comparaison entre l'énergie que ça lui prend de faire quelque chose et de la douleur. C'est-à-dire la douleur, quand on la reçoit, c'est aussi de l'énergie mentale, notre cerveau qui nous dit « Ah, il va falloir mettre de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie ». On a plusieurs suppositions actuellement en neurosciences sur quelle est la monnaie. Par exemple, quand on parle de faire du commerce en Europe, on va dire que la monnaie commune, le truc dont on va se servir, ça va être l'euro. Ben, comment est-ce que les différentes entités et les différentes perceptions du cerveau sont faites? On suppose que ça peut être lié à la dopamine ou à l'énergie. Les deux sont pas mal liés, mais l'énergie mentale va être en permanence calculée par le cerveau pour savoir si oui ou non, il faudrait faire ça, ou est-ce que ça vaut le coup, ou penche la balance sur faire ou ne pas faire. Est-ce que je prends cette décision ou est-ce que je la prends pas? Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que, au contraire, je laisse passer? Voilà. La formation, la création des traces mentales, les premières connexions des neurones, ça prend une énergie folle. C'est un des trucs les plus fatigants au monde pour notre cerveau. Donc, quand vous avez des apprenants, et en plus de ça, il n'y a pas moyen d'apprendre un truc sans effort. Les connexions neuronales, ça va prendre quelque chose. Donc, je vous invite à faire un peu attention dans vos approches de formation, à faire des modalités trop faciles. Si c'est trop facile, il n'y aura pas la puissance et l'intensité des connexions neuronales nécessaires à bien mémoriser ou mieux mémoriser. Donc, la dimension de challenge, la dimension de difficulté est d'aller chercher chez vos apprenants le point intéressant où ça va les faire travailler, le jus de cerveau, comme on dit. C'est ça que vous allez avoir envie de chercher pour favoriser la création des bonnes traces neuronales et le fait qu'elles perdurent dans le temps. C'est comme le ski de fond, hein. Le ski de fond aussi, ça fatigue. Voilà. Si vous avez des apprenants en fin de formation qui baillent, ça veut dire qu'ils ont bien appris, vous pouvez les féliciter. Ou alors qu'ils ont fait la fête la veille, mais ça, c'est pas de votre ressort. Ah, bref, plus on fait d'efforts, plus la connexion est forte. Donc, c'est ce que Candel a dit, la slide d'avant. C'est un intérêt à long terme pour le cerveau. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça, le fait que quand on a fait des gros efforts? En fait, parce que le cerveau, il aime bien se dire qu'une fois qu'il a fait des efforts, il aime bien que ça ait un sens et que ce soit utile. Et donc, une fois qu'il a fait ces efforts-là, il se dit, bah maintenant, j'ai envie que ça reste et j'ai envie de le réutiliser. Et ça a un intérêt pour moi d'avoir fait cet investissement en effort. Je résume, hein, évidemment que le cerveau ne parle pas comme ça. Voilà. Je vais vous parler maintenant des neurones miroirs et de l'incarnation. Les neurones miroirs, c'est un neuroscientifique qui a découvert ça chez le singe. En fait, il était en train de manger, enfin, il avait des capteurs sur le cerveau d'un singe en face de lui, et il a découvert qu'à un moment où il mangeait son sandwich, il y avait un paquet de neurones qui s'activaient dans le cerveau du singe qui étaient les mêmes quand il levait le bras pour manger. En fait, les neurones du bras qui sont liés au mouvement du bras chez le singe et à la déglutition et à manger s'activaient en partie aussi chez le singe, alors que le singe ne bougeait pas du tout. Mais grosso modo, les neurones miroirs, c'est des neurones qui sont activés pour essayer de regarder ce qui se passe en face de nous. Ça a une fonction sociale monumentale. Grosso modo, si vous voyez quelqu'un qui est triste en face de vous, vous avez une partie de vos neurones qui simule ça et qui vous dit « Ah, cette personne-là, je vois des choses sur son visage, donc je vais copier ça avec une partie de mes neurones et je vais simuler pour être sûr que je comprends bien ce qu'elle vit. Et je vais prendre cette information et ça va m'aider à prendre mes décisions pour mieux interagir avec elle, pour être plus en empathie, pour avoir une adaptation sociale plus fine et essayer de renforcer justement la cohésion sociale, la survie de l'espèce, etc., etc. Bref, mieux comprendre les autres, c'est le rôle à la base des neurones miroirs. Mais on a montré que quand vous recevez sur votre téléphone un SMS et qu'il y a un smiley dedans, avec une petite tête triste par exemple, il se passe pareil. Les neurones miroirs, vos neurones miroirs de la tristesse vont prendre ce petit visage et par association vont se dire « Ah, bah effectivement, moi aussi je suis capable de simuler cette tristesse dans ma tête et de me dire d'être plus en empathie avec la personne en face. » Et vous commencez à me voir venir sur le fait de simuler, mais le cerveau, ça simule plein de situations et ça visualise plein de situations en permanence. Voilà. Et
Donc les neurones miroirs, on va les utiliser dans le digital learning. Là, vous voyez que j'ai mis des petits personnages sur un slide. C'est des personnages qu'on utilise dans notre logiciel. Si vous imaginez que si jamais des smileys permettent d'activer les neurones miroirs sur votre smartphone, imaginez ce que ça fait si vous avez des personnages à peu près réalistes en 3D qui parlent, qui sont tristes, qui vont être joyeux, etc. Et bon, plus on simule la réalité, et donc plus on est dans l'incarnation, moins le cerveau va faire d'efforts pour se représenter là, je suis en train de vivre quelque chose, je vais pouvoir le revivre plus tard. C'est pour ça qu'on aime beaucoup, en formation, on aime beaucoup la FEST, la formation en situation de travail. Si on peut essayer de simuler des situations de travail, les apprenants qui ont simulé ça ont plus de facilité à le refaire après. Les pilotes, ils vont faire du simulateur de vol avant de piloter les avions. Les étudiants en médecine, ils vont pratiquer sur des cadavres avant de faire ça dans le bloc. Et heureusement, la simulation, ça permet de faire comme ça, les neurones miroirs, toute cette simulation mentale, ça permet de mieux se représenter les choses et de faciliter, d'économiser de l'énergie pour utiliser cette énergie mentale au bon endroit. Voilà. C'est hyper utile dans l'immersive learning. On va voir les principaux circuits de récompense. Il y en a 4 dans le cerveau. Si vous voulez, vous pouvez retenir la dose dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, DOSE. C'est les 4 circuits de récompense principaux du cerveau. Et aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est une hormone prédictive. Grosso modo, le cerveau, ça prédit plein de choses en permanence. On va se dire, si je fais ça, est-ce qu'il va se passer, je pense qu'il va se passer ça. Si jamais j'achète ce cadeau, ça va faire plaisir à cette personne et du coup, je recevrai de l'ocytocine et de la dopamine. Donc, on fait des simulations en permanence de qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir et ça nous aide à faire cette balance entre risque et bénéfice de est-ce que cet investissement vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, etc. Dans le learning, ici, là, vous voyez que j'ai un petit pouce avec 15 points qui est donné. Comment ça marche? Quand vous faites un quiz en e-learning ou même en formation présentielle à vos apprenants, vous leur dites, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ou c'est quoi la bonne réponse? Le cerveau de vos apprenants va se représenter le fait qu'ils vont donner une bonne réponse. Et si ils ont la bonne réponse, effectivement, leur cerveau les récompense et leur donne de la dopamine en disant « Bravo, tu avais raison ». D'où ça vient ça? Imaginez, en termes de mécanisme de survie, imaginez que vous vous baladez dans une savane ou une forêt préhistorique, il y a un buisson qui bouge, vous prédisez correctement que le tigre à dents de sabre va sauter sur vous pour vous manger. Du coup, comme c'était prédit, vous avez pu esquiver, commencer à courir et vous avez sauvé votre peau. Et votre cerveau vous récompense de « Bravo, tu as survécu, c'est trop bien ». Voilà. Si on prédit mal, c'est-à-dire je prédis que le tigre à dents de sabre va me sauter dessus, et il n'y a pas de tigre à dents de sabre qui saute, je peux me dire derrière, je me suis trompé, ah oui, mais en fait j'ai senti le vent sur mes poils, dans mes cheveux, il y avait une petite brise à ce moment-là, c'est ça qui a fait bouger les feuilles du buisson. Je comprends, donc la prochaine fois que je fais ça, peut-être que j'aurai une meilleure intuition de j'ai pas besoin de courir en fait. Et donc, j'apprends. Et comme j'apprends, j'ai aussi un peu de dopamine. Un tout petit peu moins que si j'avais eu raison, mais j'apprends. Le seul moment dans lequel j'ai pas de dopamine, c'est si j'ai pas prédit. C'est important c'est pour ça que vous voyez dans des approches de learning, de créer de l'attente, faites des pré-tests, des pré-quiz avant de voir une notion sur vos apprenants pour créer l'intérêt dans leur tête et se dire « Ah, on va parler de ça ». C'est hyper intéressant. La dopamine, pour focaliser particulièrement sur celui-là, la dopamine, quand vous la recevez, vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est un des trucs qui est assez connu en neurosciences quand même, c'est un neurotransmetteur qui provoque de la joie. Bon, ça provoque du plaisir, ça provoque de la joie, et la joie comme émotion, c'est la seule émotion que le cerveau cherche à reproduire en permanence. Je nuance un petit peu, il y a des mécanismes d'addiction qui peuvent intervenir, et voilà, mais c'est souvent de l'addiction à la dopamine. Donc on a quand même de la joie. Bref. Essayez de jouer avec la dopamine, donc récompenser vos apprenants, leur donner un objectif clair, et en se représentant cet objectif, ils vont chercher à atteindre cet objectif au fur et à mesure, et à chaque fois qu'ils vont avancer vers cet objectif, leur cerveau va leur dire « Là, tu as un peu avancé, donc un peu de dopamine. Tu as encore un peu avancé, un peu de dopamine. Tu as avancé, un peu de dopamine. » Et derrière, il y a une théorie que je trouve géniale en neurosciences, qui est la théorie de qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Et il y a cette théorie, elle dit que être heureux, c'est le temps qu'on accorde à sa joie. Donc, grosso modo, quand vous êtes joyeux, vous pouvez essayer de vous dire « Là, je suis très, très joyeux. J'en profite. » Et plus tout le temps que vous allez vous dire ça, c'est un temps où vous serez véritablement heureux. Et ça, je trouve que c'est super chouette d'accorder du temps à sa joie.
Je vous ai dit vite fait aussi que la dopamine, enfin la joie, on cherche à la reproduire en permanence. Le cerveau, ça fait des associations tout le temps, justement ces connexions neuronales. Si vous faites vivre une expérience intéressante et joyeuse à vos apprenants, qu'ils apprennent quelque chose de chouette, de manière chouette dans votre formation, il y a plus de chances qu'ils s'en souviennent parce qu'ils vont essayer de reproduire cette expérience-là. Et donc, quand ils vont être en situation de travail, comme l'émotion aura fait une connexion neuronale plus forte, ils auront plus de chances de réactiver cette notion-là et d'utiliser ce que vous leur avez appris. Et ça, c'est fondamental. Je suis un peu trop étendu, j'ai 5 minutes de retard sur mon planning, mais ça valait vraiment le coup. On va parler des émotions, je l'ai déjà un peu fait justement dans les principaux circuits de récompense. Voilà, là, on a une roue des émotions, c'est la roue qu'on utilise pour configurer nos personnages dans VTS Editor pour dire, OK, là, je veux que mon personnage il soit triste, il soit en colère, etc. Grosso modo, on a montré que les émotions qui sont liées au plaisir favorisent la rétention d'informations et qui encouragent l'action. Faites attention, les émotions négatives, si vous jouez avec le stress, etc., un peu de stress, du stress positif, donc il y a un challenge, etc., ça peut renforcer en termes d'émotionnel, ça peut renforcer la création de la trace neuronale et la force de la trace neuronale. Attention, ceci dit, si vous avez des niveaux de stress excessifs, ou si c'est trop compliqué, ou s'il y a des émotions négatives qui sont trop fortes, ça a tendance à couper complètement la mémorisation. Les pédagogies où on crie sur les apprenants ou les élèves, ça ne marche pas. Voilà, on se souvient que le prof nous a crié dessus, on n'a pas le souvenir de ce qu'il a dit. Et pourquoi est-ce que... Voilà. Ou alors c'est un peu traumatique, et ce n'est pas une bonne idée. Ok. Bref, vous pourrez retenir la joie, c'est très chouette. Essayez de provoquer de la joie chez vos apprenants. Ça favorise. Déjà, vous aurez de meilleures évaluations en fin de formation. Et en plus de ça, ils vont mieux retenir. La répétition. Dupliquer l'information. Donc, grosso modo, on vous a peut-être déjà croisé la phrase en pédagogie, la répétition est clé. J'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez intéressant. La répétition, répéter oui, mais la redondance, non. C'est-à-dire que le cerveau déteste l'ennui. Si vous venez de lui dire quelque chose, eh ben, il va être moins, et que vous lui redites la même chose, il va se dire « Oh, ça c'est bon, j'ai déjà fait, je viens de la faire cette trace neuronale, je n'ai pas besoin de le refaire », et du coup, il va décrocher. Alors que si vous le répétez sous une forme différente, vous changez de modalité, eh ben, il a plus de chances de se dire « Attends, est-ce que j'ai bien compris la première fois? Est-ce que là, je suis en train de bien comprendre le truc ?» Et grosso modo, ce que vous allez faire, c'est qu'avec la modalité différente, vous avez d'autres neurones qui vont s'activer parce que ce n'est pas le même endroit ou la même façon de recevoir le stimuli. Et vous pouvez imaginer un peu un tricot. On va appeler ça la trame neuronale, c'est-à-dire qu'il y a plus de neurones qui vont se mettre sur les côtés et ça va faire une trace qui va être un peu plus large et surtout avec plus de possibilités de s'en souvenir. C'est un peu comme une presqu'île. Une presqu'île, vous avez un seul chemin pour y accéder depuis la Terre. Et si jamais l'océan il monte ou la mer elle monte, eh ben, il n'y a peut-être plus accès à ce chemin. Mais si vous faites plein de ponts, de plein de façons différentes, vous pouvez être à plusieurs endroits sur le continent ou sur la Terre pour rejoindre l'île. Et c'est ce qu'on appelle des traces de récupération. Bref, la répétition, vous renforcez les traces neuronales, ça rend ça plus facile, moins énergivore de récupérer l'information et de l'utiliser, et du coup, vous avez plus de chances que vos apprenants le mettent en œuvre. On va parler maintenant de l'oubli. J'aime beaucoup cette citation de Bénédicte Carré qui dit « L'oubli constitue le filtre à spam le plus sophistiqué de la nature ». Il y a beaucoup trop d'informations dans cette masterclass, il y a beaucoup trop d'informations en neurosciences, ludopédagogie, etc. J'en suis conscient. Je fais confiance à votre cerveau et sur cette capacité de filtrer les spams pour que vous reteniez ce qui est pertinent pour vous, ce qui vous impacte le plus et ce qui vous plaît. Oui, on est plutôt dans les sciences cognitives pour l'instant, on arrive sur la ludopédagogie après. Et du coup, grosso modo, donc, il y a un monsieur qui s'appelle Ebbinghaus qui a fait qui a mesuré les intervalles de répétition, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut réactiver une trace neuronale avant pour qu'on ne l'oublie pas. À quel moment il faut reparcourir la trace de ski. Ben, grosso modo, le mieux, c'est immédiatement après l'apprentissage, puis dans les 24 heures, puis 2-3 jours après, puis une semaine après, 1 mois après, 6 mois après. Si vous arrivez aux 6 mois après et que vous avez fait tous ces intervalles, il y a de très grandes chances que vous vous souveniez de ces choses-là pendant quasiment toute votre vie. On arrive justement sur la ludopédagogie avec quelques définitions. La formation, c'est un processus qui entraîne l'apparition de quelque chose qui n'existait pas auparavant. On va utiliser ces définitions. Et elles sont évidemment discutables. Le jeu, c'est une activité physique ou mentale dont le but essentiel, c'est le plaisir qu'elle lui procure. C'est une notion
c'est subjectif, mais on va se mettre d'accord sur le fait qu'on vise juste à se divertir, de prendre du plaisir, de passer un bon moment dans le jeu. Jeu vidéo, un peu particulier par rapport au jeu, c'est un jeu électronique qui est doté d'une interface utilisateur qui permet donc une interaction humaine en générant un retour visuel sur le dispositif vidéo. On peut imaginer d'autres types de retours maintenant, hein. Il y a du sonore, il y a des trucs qui commencent à faire du toucher ou des odeurs, mais bref, on va se focaliser sur ce principe de jeu vidéo. La notion d'interaction, elle a un impact sur ce qui se passe durant l'expérience et c'est vraiment un point clé. La ludopédagogie, c'est le fait d'apprendre par le jeu. Donc utiliser le divertissement, et le jeu vidéo, enfin, le divertissement et le jeu de manière générale, donc le plaisir généré par le jeu, comme un support à l'apprentissage. Le digital learning, ça va être l'entièreté des modalités de formation à distance. C'est un format d'apprentissage sur support numérique qui permet aux participants d'acquérir de nouvelles compétences en ligne et de manière plutôt autonome. On peut en faire en présentiel, évidemment, et sans autonomie, on peut accompagner, mais là, on va essayer de parler du digital learning de manière simple et basique, de cette façon-là. On va pouvoir remercier le marketing. On va voir une slide un peu après, qui a inventé plein de mots pour décrire les différentes subdivisions du digital learning. Nous, chez Serious Factory, on a inventé une méthode en 9 points qui détourne le juicy learning. C'est une utilisation de la méthode ADDIE, que vous connaissez peut-être, d'ingénierie pédagogique. Bref, on peut inventer des choses, on peut faire du marketing avec tout ça, mais à l'intérieur, on est englobé dans le digital learning. Serious game, ou le jeu sérieux, c'est un axe de formation qui passe par le jeu. Ça peut être caractéristique d'un dispositif, ça peut être aussi une modalité pédagogique, juste un petit jeu vidéo à but éducatif, ça peut être dans l'univers professionnel, dans l'enseignement supérieur. Pour nous, en tout cas dans mon quotidien, c'est une modalité pédagogique et parfois, on le confond avec le digital learning, donc là, on sépare un petit peu. On peut distinguer plusieurs types de jeux, les advergaming, donc c'est des jeux publicitaires, les edutainment, vocation éducative, et du market game, c'est utilisé pour la communication d'entreprise, les jeux engagés, ou détournés, et les jeux d'entraînement et de simulation. Nous, on préconise beaucoup l'entraînement et la simulation chez Serious Factory. Grosso modo, pour la formation, présentiel, distanciel, plusieurs modalités dessous. Nous, on pense que c'est complémentaire. Vous avez intérêt, a priori, comme vous avez vu, la répétition, oui, mais la redondance, non. Donc, vous avez potentiellement intérêt à faire du présentiel avec vos apprenants pour leur introduire la notion, leur faire vivre un entraînement en e-learning, puis les récupérer en présentiel ou en classe virtuelle pour leur poser des questions sur qu'est-ce que vous avez compris, bien retenu, vous utilisez les valeurs de votre LMS récupérées justement de vos serious games pour voir si vos apprenants, ils ont bien tous saisi et compris, ils ont eu le score maximum sur une notion, qu'ils ont eu des difficultés sur une autre. Vous pouvez utiliser ces informations-là pour cibler votre temps de cerveau et votre temps de formation en présentiel pour aller vraiment à l'essentiel et ce qui compte vraiment pour vos apprenants. Bref, la complémentarité, c'est vraiment génial. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'acronyme Blended Learning, c'est du marketing en anglais, hein, c'est le mélanger plusieurs modalités de pédagogique au sein du même parcours. Comme on l'a vu, il y aura moins d'ennuis et donc plus de mémorisation par vos apprenants. Au sein du digital learning, il y a pas mal de notions, enfin il y a pas mal de façons de faire, le video learning, le e-learning, le business game, l'immersive learning. Nous, on préconise justement l'immersive learning. Mais comme je vous disais, c'est vraiment cette notion de si vous simulez correctement une situation de travail ou si vous faites un simulateur qui simule, je sais pas, une interaction client, par exemple, eh ben, vous pouvez entraîner vos apprenants à accueillir des clients et qu'ils puissent faire des erreurs sans que ça ait d'impact. Et quand ils vont être en situation pour vraiment accueillir des clients, ils ne vont pas se dire « Ah, j'ai vu quoi dans mon PowerPoint déjà, au formateur, il m'avait dit que je devais dire bonjour, comment au client. Il avait marqué ça dans cette slide. » Ça, c'est un effort mental énorme, en fait, d'essayer de transposer quelque chose qu'on a appris d'une modalité vers autre chose. Là, ce qu'on vous dit avec la simulation et le fait de créer des simulateurs et de s'entraîner quasiment en situation réelle ou aussi proche du réel, c'est que votre apprenant, il ne va pas essayer de faire cette transposition, il va se dire « J'avais fait quoi la dernière fois ?» Et même s'il ne l'a pas fait avec une vraie personne, il a effectivement déjà fait ce choix cognitif et il s'est déjà représenté le faire et donc il n'a plus qu'à le refaire facilement. Et ça économise énormément d'énergie et comme ça économise plus d'énergie, bah, inconsciemment, c'est plus cette solution-là qu'on va utiliser qu'une autre. Donc, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai renforcé mes connexions neuronales sur la bonne réponse et sur la bonne pratique. Et du coup, je vais la mettre en œuvre et je vais avoir de meilleurs résultats dans mon job. Simplement. Conclusion et résumé.
C'est dans cette slide où on va résumer ce que le digital learning et la ludopédagogie ont apporté à la formation et en quoi les neurosciences nous servent à éclairer pourquoi. Donc en récapitulant, on projette l'apprenant dans une expérience la plus réaliste possible. Ça va activer les neurones miroirs si jamais il y a des personnages en face ou si je vois des gestes, je vais me représenter le fait de faire des gestes, justement. Et une expérience réaliste, ça va permettre d'économiser de l'énergie, justement. C'est assez connexe avec le point numéro 2. On limite l'effort de projection pour s'approprier l'expérience. Ça économise l'énergie pour le cerveau. Cette énergie-là, justement, toute cette énergie économisée, elle vient générer de la joie, elle vient aider à le refaire. Je me répète énormément, mais c'est vraiment ça qui est clé. Grâce au jeu, on cherche à procurer du plaisir et que l'apprenant passe un bon moment. Donc, on associe à une émotion positive, cette émotion positive que le cerveau cherchera à reproduire plus tard, et donc en réactivant la notion. La gamification sert à récompenser l'apprenant et fixer des objectifs régulièrement. Comme je me fixe un objectif, je prédis le fait que je l'atteigne. Comme je le prédis, je prédonne un tout petit peu de dopamine. Et si je l'atteins, j'ai beaucoup de dopamine. Je suis très content, j'ai de la joie et on réactive toutes les notions qui sont dessus. Donc, circuit de récompense et libération de dopamine. Et un serious game se veut rejouable pour favoriser l'entraînement. Donc, on va avoir les mécanismes de répétition et la courbe d'Ebbinghaus. Vous allez avoir des difficultés, généralement, enfin, en tout cas, les notions, les ressources en entreprise. Ça va être compliqué d'avoir un formateur qui va venir le jour 1, puis le jour 2, puis le jour 6, puis 2 semaines après, pour reparler tout le temps de la même chose. Alors qu'avec un serious game, donc un support informatique, qui est ciblé vraiment sur les bonnes notions, les choses que vous souhaitez réactiver, les entraînements pertinents, bah, vous pouvez le donner à vos apprenants ou aux personnes qui vont suivre la formation et leur dire il est temps aujourd'hui de refaire votre serious game pour vous en souvenir et le repratiquer et que ça reste beaucoup plus longtemps. C'est ultra rentable. Voilà. Et on va donc avoir quelques exemples pour s'inspirer si jamais vous avez envie de faire des serious games ou de commencer à réaliser ce genre de choses. Vous pouvez faire des visites virtuelles avec des risques. Donc, je suis en train de visiter un lieu et là, je clique parce que je vois un risque, etc. Donc, je m'entraîne à repérer des risques dans la vie réelle. Des simulations de dialogue pour les soft skills. Je vous en parlais par rapport à accueillir un client, mais ça peut être préparer un entretien annuel ou quoi que ce soit. On peut essayer de reproduire des process ou des métiers. D'abord, je fais ça, puis ensuite, je fais ça, puis ensuite, je fais ça. Et je me suis déjà entraîné à le faire. Et réentraîner, et réentraîner. On peut penser beaucoup à si vous faites de la formation à la santé-sécurité dans le travail, le fait qu'il y a une alerte incendie ou du secourisme, etc., on le fait une fois, et puis après, comme on ne le pratique plus, on peut oublier complètement. Donc l'intérêt d'avoir de la simulation de process là-dessus, c'est que ça permet justement de réactiver, de moins oublier. On va attribuer des bons points, des bonus, des badges, des tableaux de score, voilà. On peut avoir des jeux de rôle et des cas pratiques qu'on peut digitaliser, ou le faire en vrai aussi, hein. De toute façon, ça va simuler des choses. Et cette simulation, elle aide. On peut essayer de faire des créations d'équipes pour favoriser l'intelligence collective. Au lieu d'avoir une seule personne qui joue à un jeu tout seul, vous pouvez mettre 3 personnes sur le même jeu avec un seul jeu et une personne qui clique. Et justement, les 3 personnes vont discuter autour de « tu penses que c'est quoi cette bonne réponse ?» etc. Et on va mobiliser l'ocytocine en plus de la dopamine en essayant d'avoir un but commun qu'on atteint ensemble. Voilà, des jeux de loi, des trivia pour orchestrer l'aléatoire. On va pouvoir grosso modo, au lieu juste de donner des quiz aléatoires, on va dire, si vous avancez sur cette case, vous allez avoir ça. Cet aléatoire, il va aussi générer de la dopamine. J'espère avec mon dé que je vais avoir un grand score. J'ai eu du super score, super, bon, un peu plus de dopamine. Cette dopamine, elle va être associée au reste de votre contenu et donc elle va provoquer cette expérience globale positive. Des cartes, des fresques pour matérialiser et manipuler des concepts. Escape game à étapes, grosso modo, le livre dont vous êtes le héros, ce que vous aviez, ce qu'on avait quand on était plus jeune ou qui existe encore un peu maintenant. Voilà, je prends cette décision, je vais passe 12, je prends cette décision, je vais passe 15. Et ben ça, on peut le refaire avec des escape games de manière en point and click, et ça marche très bien pour simuler la réalité. Et la boîte de Leitner, si vous ne connaissez pas le concept, je vous invite à aller voir ça. C'est une boîte, surtout si vous avez des enfants ou des adolescents ou des étudiants dans votre famille qui sont en train de réviser. Il y a des petites cartes, grosso modo, vous faites la boîte de Leitner, c'est une boîte où vous mettez des petites fiches et ça va vous aider à réactiver aux bons intervalles avec la courbe d'Ebbinghaus. C'est-à-dire que si j'ai réussi mon exercice un jour, le jour 1, je le passe dans la boîte du jour 2 et tous les 2 jours, je vais consulter le jour 2 et en fait, au fur et à mesure, je vais basculer les cartes plus en plus loin et quand j'ai fini le jour 7, j'ai de très bonnes chances de m'en souvenir. Voilà pour les quelques exemples. On va pouvoir passer aux dernières questions et réponses. Je vous écoute, je vous lis. Merci François pour cette présentation déjà, c'est très complet, très intéressant. Merci. Donc le chat est à votre disposition et vous pouvez activer vos micros également si vous souhaitez prendre la parole.
Merci Pascal. Merci Anissa. Et merci Charlotte. Pas beaucoup de questions, ça devait être assez clair, c'est cool. Je me suis beaucoup répété, hein, ça aide. Alors, une question de Charlotte sur des conseils pour donner un cours en full distanciel, le rendre dynamique et attrayant. Demandez-vous, justement, Charlotte, si jamais, comment est-ce que vous allez créer des objectifs, comment est-ce que vous allez faire une expérience positive pour vos apprenants? Qu'est-ce qui va leur générer de la dopamine? Alors, quand vous avez la chance d'être en présentiel ou distanciel, ou avec une interaction avec les apprenants, vous allez pouvoir générer de l'ocytocine et donc un nouveau circuit de récompense qui fonctionne grosso modo un peu comme le dopamine, c'est-à-dire qu'on reçoit de la joie en vivant ça. Donc, l'interaction sociale, le feedback positif, dire à un apprenant bravo, félicitations, là tu as bien mis en œuvre la notion, tout ça, ça récompense de dopamine et ocytocine, ça le rend dynamique et attrayant et ils vivent une expérience positive. Vous pouvez essayer de varier les modalités dans le full distanciel. Faites des pauses, impliquez-les avec des quiz. Demandez à 2 personnes à un moment de faire une espèce de bataille de vitesse sur des quiz ou de réfléchir ensemble sur des choses. Bref, variez les modalités, essayez de casser le rythme. Il y a une métrique que j'aime beaucoup qui reste bien en tête sur l'attention. En fait, la mémorisation, ça se fait sur 2 critères, l'intention et l'attention. Donc, vous devez pouvoir essayer de favoriser ça. L'intention, c'est pourquoi est-ce que je le fais. L'attention, c'est la qualité d'attention que je porte. L'attention en e-learning sur des ordinateurs de manière générale, ça décroche au bout de 7 minutes. Sauf si on impacte, sauf si on réactive, si on va chercher les apprenants. Et donc, c'est ça que vous devez aller chercher normalement. Comment est-ce que vous allez changer de modalité, projeter une nouvelle slide, montrer un nouveau visuel, faire des exemples, etc. etc. Et j'ai vu Anissa disait dans les commentaires, présentation très claire et dynamique. Et voilà, c'est ce dynamique-là que j'ai essayé de vous transmettre. Ça peut être bien pour du full distanciel. Alors, Aude demande sur un site, il y a VTS Editor, VTS Perform. Alors oui, VTS Editor, c'est le logiciel auteur qui vous permet de créer des expériences et qui utilise grosso modo, moi je trouve ça génial parce que je suis arrivé en cours de route et ils ne savaient pas pourquoi ils le faisaient en termes de neurosciences pures. Ils le faisaient un peu, nous on pense que ça marche, on a observé que ça marchait chez nos clients, etc. Et du coup, j'ai pu apporter mais oui, mais en fait, ça marche pour ça et pour ça et pour ça. Et on est un peu dans la conception main dans la main. Donc ça, c'est VTS Editor pour créer des expériences. Et ensuite, VTS Perform, c'est que pour la diffusion. C'est grosso modo le LMS. Vous pouvez vous retourner vers e-learning Boulevard, enfin e-learning Touch pour Moodle. Si vous avez envie d'avoir notre LMS, vous pouvez prendre. C'est des abonnements différents. Ils ne sont pas liés ensemble. C'est création et diffusion. Rassika, j'espère que je prononce bien votre nom. On parle souvent, l'apprenant doit être intéressé et capable de vouloir persévérer. La persévérance, est-ce que ça fait partie des neurosciences? La persévérance, ça fait partie des traits de personnalité. C'est mesurable dans psychométrie. Vous pouvez essayer, potentiellement, vous pouvez vous demander quel est le niveau de persévérance de vos apprenants. Ils ne vont pas avoir tous le même. Et vous pouvez vous demander comment vous facilitez. Quels sont les quick wins que vous allez donner aux moins persévérants pour leur renforcer leur appétence et j'ai réussi quand même, donc c'est peut-être pas si compliqué, j'y perçois un intérêt, je vois que je suis récompensé, donc je vais continuer et vous allez pouvoir augmenter une persévérance là-dessus. Encouragez-les, passez plus de temps avec ces personnes-là. Et pour les personnes qui sont très persévérantes, il y aura moins d'énergie à dépenser. Peut-être que vous pouvez simplement les féliciter sur leur persévérance en disant vraiment c'est génial, ta persévérance est géniale et elle t'honore, tu vas aller au bout du cours comme ça. Ça peut être une piste. Je sais pas, j'ai dépassé la question, hein. Ça fait partie du Il y a moyen d'intégrer d'autres outils pour cumuler les apports. VTS peut-il faire des quiz? Oui, évidemment, VTS fait des. VTS Editor, ça vous permet de créer tout plein de trucs. Il y a virtuellement pas de limite à ce qu'on peut faire dans VTS Editor. Donc, pour vous donner une idée, moi, je fais des formations où j'ai interconnecté, j'ai mis ChatGPT à l'intérieur des formations pour analyser de la question ouverte. Ensuite, quand mes apprenants ont répondu correctement, j'ai des requêtes web qui partent sur des Google Sheets pour imprimer des diplômes automatiquement et les ouvrir sur les... On peut aller jusque-là. Moi, je me suis amusé à faire des trucs comme ça. Il n'y en avait pas spécialement besoin. C'est juste qu'il n'y a virtuellement pas de limite. Ce que vous allez pouvoir faire avec le logiciel, c'est créer des expériences pédagogiques très simples sans avoir à maîtriser
particulièrement le logiciel, simplement parce que c'est hyper ergonomique pour créer un quiz, créer un appariement, un drag and drop où on va déplacer les choses, mettre voilà, vous avez la dernière question-réponse, vous voyez moi, et à côté, mon personnage qui a été créé. Donc, je peux utiliser mon personnage pour impliquer mes apprenants et pour leur dire, voilà, là, à votre avis, c'est quoi la bonne solution, ou leur présenter une notion. Et donc ça, vous pouvez le faire vraiment, il n'y a pas du tout la technique avec ChatGPT ou les trucs dont je vous parlais. Il y a énormément de niveaux de maîtrise du logiciel. Les premiers niveaux sont déjà passionnants et vous permettent de faire des expériences qui vont fondamentalement changer de ce que vous avez l'habitude de voir et beaucoup impliquer les apprenants avec les neurones miroirs et la dopamine et les récompenses avec les points, tout ça. Les badges aussi, on a évidemment intégré des badges. C'est une très, très bonne remarque, Christelle. Les badges, et particulièrement les open badges, c'est assez génial puisque les open badges sont des modalités qui sont reconnues maintenant. Grosso modo, si vous décernez un open badge à un apprenant, il peut l'afficher sur son LinkedIn. Et quand on scanne l'open badge, il y a la blockchain qui atteste que, oui, cette personne a bien obtenu ce truc-là. Alors, Aude demande le tarif de VTS Perform. Ce sera en fonction du nombre d'apprenants qui vont se connecter. VTS fonctionne-t-il avec Mistral AI? Alors, non, on n'est pas plugué sur Mistral en natif. Par contre, vous pouvez, en API, si vous avez votre API, votre serveur avec votre Mistral, vous pouvez connecter votre API dans un bloc Rocket Web. C'est un petit peu avancé, mais on peut vous accompagner là-dessus sans problème. Voilà. Et un badge, c'est quoi? Un badge, c'est une récompense. Généralement, c'est un petit peu comme les badges de scout. J'ai passé mon week-end dans la forêt et j'ai passé mon week-end tout seul. J'avais pas d'assistance et j'ai fait mon feu, etc. Et à la fin du week-end, je l'ai montré et je suis un fier louveteau avec mon badge qui dit j'ai fait mon truc dans la forêt. Je vais pouvoir aborder ce badge en permanence. Les badges dans le e-learning, c'est un peu ça. C'est une récompense, on va dire. On va donner à l'apprenant félicitations, tu as réussi à faire ce e-learning dans le temps imparti ou tu es arrivé au bout de ce parcours de formation. Je te donne ce badge. Et tu pourras l'arborer fièrement sur ton profil, prendre une copie d'écran, ou simplement te le dire, frimer auprès des collègues en disant « Moi, j'ai obtenu les 5 badges de l'expérience. Et toi ?» etc. C'est un peu de récompense un peu sociale, voilà, qui va permettre… C'est très utilisé dans le e-learning digital et la gamification. Il nous reste 1 minute, François. Questions, c'est super. Pour revenir sur les open badges, je pense que, pareil, Learning Touch, j'imagine que vous êtes en mesure d'accompagner sur mise en place d'open badge avec Moodle. Nous, on l'a mis en place dans VTS Perform également en natif. Voilà, vous allez sur le site de la Fondation Mozilla qui vérifie, grosso modo, c'est eux qui ont créé les open badges. Vous attestez, vous inscrivez votre organisme de formation et après, vous le connectez avec VTS Perform et vous dites cette formation délivre tel open badge et c'est automatique. Alors, Anissa. Il nous reste 1 minute, Anissa, une grosse question comme ça, là. La persévérance, on peut la rapprocher à la motivation ou continuer malgré les échecs ou l'effort qui est demandé. Elle reste liée aux émotions et à la motivation intrinsèque, évidemment. La gamification peut aider à maintenir la motivation. Alors, absolument, la gamification, ça aide à maintenir la motivation. Grosso modo, la motivation, elle va être liée à combien d'énergie ça me prend de faire ça. Donc, si jamais j'ai des échecs, je vois que je n'avance pas vers mon objectif. Donc, on va essayer de découper l'objectif en plus petits objectifs sur lesquels on pourra avancer pour vraiment donner cette récompense au fur et à mesure de « Ah, j'ai réussi, donc je continue. J'ai de la joie, donc je continue. J'ai de la dopamine. J'y arrive, je progresse. Petit pas, petit pas. » Découper les objectifs, les donner de manière claire et on avance. Et du coup, on arrive à 12h, midi tout pile. Vous avez toutes les informations sur learningboulevard.com et je vous ai mis le contact à l'adresse mail si besoin d'informations complémentaires. Impeccable. Bravo François, tu as bien respecté le timing. Merci à toutes et tous pour l'attention, les questions. Et bonne conception, bonne création de formation, amusez-vous bien. On reste à votre disposition. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée.